Qui est Maurice Bloch? Ça, je ne sais pas vraiment. Euh, je- En tout cas, ce qui vous intéresse, c'est que c'est mon parcours anthropologique plutôt. Donc voilà, euh, j'ai commencé en anthropologie à la London School of Economics, où il y avait un, un nombre d'anthropologues assez connus, dont Raymond Firth, qui dirigeait le département à ce moment-là, et d'autres personnes, peut-être qui sont moins connues. Euh, et à ce moment-là, la London School of Economics faisait partie de l'Université de Londres, et donc on suivait des cours non seulement à la London School of Economics, mais aussi à University College, parce qu'on était tous mélangés ensemble, où il y avait Mary Douglas, il y avait Darrell Ford, il y avait, voilà, et à SOAS, School of Oriental and African Studies, où il y avait alors, la vieille génération, Christoph von Führer-Heimendorf, et aussi, euh, plus important pour moi, Adrian Mayer et Bailey, tous les deux qui avaient travaillé en Inde. Donc c'était trois départements qui étaient très étroitement liés, qui se sont séparés de plus en plus avec le temps, quand ces institutions sont devenues de plus en plus un peu importantes. Voilà. Alors c'est là que j'ai commencé à faire de l'anthropologie. J'ai aussi fait un peu de linguistique à ce moment-là à la School of Oriental African Studies avec J.R. Firth. Euh, voilà. et, euh, et ensuite, je suis allé à Cambridge où euh, où j'ai commencé à préparer ma thèse. Euh, et là, vous vous intéressez aussi qui étaient mes directeurs de thèse. Donc, alors, j'en ai eu plusieurs. J'ai pas été très. Je me suis jamais vraiment attaché à aucune personne très particulièrement. Mais probablement. Alors, j'ai commencé avec Maya Fortis, qui avait travaillé au Ghana, et qui est très connu, naturellement. Et ensuite, vers la fin de ma thèse, ma thèse a été dirigée par Stanley Tambaya, qui avait travaillé au, en Thaïlande et ensuite au Sri Lanka, et qui ensuite a quitté Cambridge pour d'abord aller à Chicago et puis ensuite aller à Harvard. Aussi très présent était Edmund Leach, qui était arrivé de la London School of Economics. Et euh, tous ces gens-là, et Jack Goody aussi un peu, et tous ces gens-là m'ont influencé en de différentes manières. Voilà. Alors ça, voilà, et c'est là ma formation anthropologique. Euh, Après ma thèse, alors j'ai enseigné un peu à Cambridge, et puis ensuite j'ai eu mon premier poste, était au Pays de Galles, à Swansea, où je suis resté qu'un an avant d'aller à la London School of Economics. J'ai continué basé à la London School of Economics, à part que je suis parti euh, en visite prolongée dans différents autres endroits. Un an à Berkeley, à l'Université de Californie, et puis plus tard à Johns Hopkins. Voilà. Et puis aussi, j'ai enseigné de là et à différentes périodes en Scandinavie, en Suède et surtout en Suède. Et aussi, je commençais à venir de temps en temps en France. Voilà, alors ça, c'est ma carrière académique. Et après ma retraite, j'ai été aux États-Unis de nouveau à la New School. Et puis aussi, j'ai eu la chance d'avoir un an au Collège de France,
à une chaire européenne, je crois que ça s'appelait, où j'ai fait des cours, et puis ça a été la fin de mon enseignement. À part que j'ai fait des conférences par-ci par-là. Jusqu'à maintenant, probablement, ça prend fin maintenant. Voilà. Alors c'est ça que voilà, si vous voulez, ma carrière institutionnelle. Hormis la carrière institutionnelle, comment est venu le goût de faire de l'anthropologie? Très indirectement, quand j'ai été à l'école et en France d'abord quand j'étais jeune, et ensuite en Grande-Bretagne. Et vers la fin de ma période à l'école en Angleterre, je voulais faire de l'histoire, mais je me suis intéressé un peu à l'anthropologie. J'ai entendu Gluckman qui parlait à la radio une fois, et donc je trouvais ça très très intéressant. Et puis aussi j'ai rencontré Eric Hobsbawm, l'historien, qui était un ami de mon beau-père, avec qui je vais un peu parler de ce que j'avais l'intention de faire. Et il m'a dit quelque chose que j'ai jamais oublié, c'est wow, l'histoire d'Europe, ça a déjà été fait 50 fois, très mal, mais elle a été faite. C'est le reste du monde qui est beaucoup plus intéressant. Et aussi, j'ai été très intéressé par l'Inde, pour des raisons politiques, par le monde arabe aussi un peu. Donc, j'ai décidé d'abandonner l'histoire pour l'anthropologie et d'aller à la London School of Economics. J'ai des antécédents familiers avec, de la famille de ma mère avec Durkheim et Mauss. Mais naturellement, Durkheim, je ne l'ai jamais connu. Et Mauss, je l'ai connu quand il était vieux, mais enfin, l'anthropologie ne voulait absolument rien dire pour moi à ce stade. Il habitait dans le même pâté de maison que mes grands-parents. Et ma grand-mère, qui était sa cousine germaine, quand il était très vieux et quand il vivait seul, le amenait à manger de temps en temps. Alors j'allais avec elle traverser un jardin. Je me rappelle la pagaille de son appartement, et aussi il allait plus très bien vraiment mentalement à ce moment-là. Donc je l'ai vu pas mal, mais qu'il était anthropologue ou non, ça me disait absolument rien. Et ça m'a jamais rien dit parce que ça n'intéressait pas ma mère, qui était la personne proche de lui. Voilà. Donc j'ai ces liens familiaux, mais ils m'ont pas vraiment influencé. Je crois pas, en tout cas. Naturellement, je les ai lus après, mais j'ai découvert leur existence à travers mes études plutôt que par mes liens de famille. Les autres influences avant, je crois que j'ai été très influencé par mon beau-père qui était biologiste, et j'ai beaucoup parlé avec lui, et j'ai beaucoup des questions de biologie et d'évolution, de comportement animal, des comportements animaux, ça m'ont beaucoup intéressé. Et ça, je crois que ça a toujours eu une influence sur mon travail, ça. Voilà. C'est pour ça que d'une certaine manière, mon anthropologie est ancrée dans la science, quelque chose qui est assez exceptionnel parmi les anthropologues de langue anglaise. Et j'ai gardé ça, mon anthropologie sociale et culturelle, et j'ai gardé cet ancrage dans l'arrière de mes pensées, je crois, tout le long. Voilà. Alors, c'est pour vous donner une idée des influences avant que je commence à faire de l'anthropologie.
Qu'est-ce que vous voulez savoir Alors, d'autre maintenant? peut-être un mot sur votre regard sur l'anthropologie britannique et l'anthropologie française. Alors, j'ai commencé entièrement l'anthropologie britannique. Et l'anthropologie, mais aussi, c'était important pour moi, c'était le passage de la London School of Economics à Cambridge. L'anthropologie à la London School of Economics, surtout sous l'impulsion de Firth, était d'une certaine manière anticulturelle, très proche des questions de sociologie, qui dominait un peu la London School of Economics, et aussi s'intéresser à ce qu'ils rappelleraient le monde moderne, si vous voulez. Qu'ils auraient considéré les travaux traditionnels d'anthropologie sur les peuples tribaux comme quelque chose qu'on devrait vraiment abandonner. Ce qui devrait nous intéresser, c'était la modernisation. Et ça, c'est ce que j'ai eu de la London School of Economics. Quand je suis allé à Cambridge, l'anthropologie s'intéressait beaucoup plus sur les sociétés traditionnelles, comme on dirait maintenant, et l'atmosphère à Cambridge était très dominée par l'antagonisme entre Fortes et Leach. Et j'ai été influencé par les deux. Je n'ai pas pris parti dans cette dispute qui me paraissait totalement ridicule, mais un autre élément pour moi était politique. J'étais le combat contre la colonisation était pour moi très très important. Et c'est ça qui m'attirait donc vers des pays comme l'Inde, comme l'Afrique, etc. Et ça m'a marqué du fait que dès mes premiers travaux, j'ai essayé de souligner l'intégration de ces pays et des groupes que j'étudiais dans le monde qui se développait, le monde moderne, le monde capitaliste, d'une certaine manière. Et je crois que j'ai beaucoup souligné dans le travail qui est issu de ma thèse l'importance du christianisme. Je crois que j'ai été un des premiers à faire ça. Et pas essayer de reconstituer un système qui, on pouvait dire, était en train de se transformer radicalement. Ça, c'était lié à des intérêts politiques. Donc, d'une certaine manière, ça s'est lié avec la tendance de la London School of Economics. À Cambridge, cette opposition entre Fortes et Leach tournait autour de questions de parenté. Fortes soulignait beaucoup l'importance de la descendance, des clans, des lignages. Beaucoup de son travail était à ce sujet. Quoiqu'il s'intéressait beaucoup à l'éducation, des questions psychologiques aussi, mais plus tard, il a un peu abandonné ça. Leach, par contre, avait travaillé en Asie du Sud-Est, lié avec son rôle pendant la guerre. Tous ces gens-là avaient été dans l'armée, hein, plus ou moins. Et donc soulignait l'importance de l'alliance, de souligner l'importance de l'alliance. Et alors, cette différence, qui est en fait une différence ethnographique, était devenue comme une différence théorique. C'est un peu drôle de faire ça, de dire que l'Asie n'était pas pareille que l'Afrique comme grande découverte. Mais aussi, ce qui était important, c'est que l'intérêt au système d'alliance, de mariage,
à ce qui a attiré Leach d'abord aux travaux de Lévi-Strauss. Une espèce de coïncidence qui venait des terrains de Leach dans la Haute-Birmanie, avec la sortie d'abord des structures élémentaires de la parenté. Et puis ensuite, de là, Leach s'est intéressé à beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres aspects de Lévi-Strauss. Donc, l'influence de Lévi-Strauss a commencé à se faire connaître, à être importante à Cambridge. Donc, alors comme j'étais d'origine française et que je parlais français, c'était très facile pour moi de lire Lévi-Strauss, et j'ai été fasciné par Lévi-Strauss. C'est une approche totalement différente, différente que je crois que, par exemple, les anglophones qui sont intéressés à Lévi-Strauss n'ont pas vraiment compris, l'ont essayé de l'interpréter comme si c'était un anthropologue britannique, tandis qu'il venait d'horizons totalement différents. Puis aussi, j'avais fait un peu de linguistique, donc ce qui n'était pas du tout vrai des anthropologues classiques britanniques comme Evans Pritchard ou Firth ou Leach, qui n'y comprenaient absolument, qui ne connaissaient pas du tout la linguistique. Donc, et de la linguistique, naturellement, je me suis aussi intéressé à la psychologie. Voilà. Ça, c'est pour les influences, les influences importantes. Ce qui m'a attiré aussi beaucoup chez Lévi-Strauss était quelque chose... J'avais fait de la linguistique, j'avais aussi fait de l'anthropologie physique, comme on disait, l'anthropologie biologique. Et aussi, j'avais cet héritage qui venait de la biologie. Et l'approche fondamentalement anthropologique de Lévi-Strauss, qui était très différente de ce que Fortis ou Evans Pritchard ou les autres, ou même Leach, la direction dans laquelle eux, ils allaient vers la sociologie. J'ai toujours vu le travail de Lévi-Strauss comme un travail scientifique sur l'espèce humaine. Je crois que c'était une des rares personnes qui se posait des questions sur qu'est-ce que c'est que d'être humain, comment la société a été créée, qu'est-ce qui nous différencie des autres primates. Des questions qui étaient totalement étrangères à la tradition britannique, qui se rapprochait de plus en plus de questions sociologiques. Des questions sur la cohésion des sociétés, et la parenté, elles les intéressaient particulièrement. De ce point de vue, vous voyez la parenté comme un système qui crée la solidarité dans les sociétés. Et aussi, certains de ces anthropologues se posaient des questions sur l'État, parce qu'ils avaient travaillé, et Leach et Fortes et Evans Pritchard avaient travaillé chez des groupes pour qui l'État était assez périphérique. Et alors, de ça venait un certain questionnement sur la nature de l'État. Mais ils ne sont pas allés très loin dans cette direction. C'est une question que n'intéressait pas du tout Lévi-Strauss, pas que je sache. Tandis que Lévi-Strauss venait de questions absolument fondamentales sur la nature de la communication, sur la relation de la culture au cerveau, etc. Louis Dumont. Alors Dumont, je me rappelle, j'ai entendu Dumont. Il était à Oxford à ce moment-là. Il a passé une petite période à Oxford. Il est venu parler. Alors, je m'intéressais beaucoup à l'Inde. Je suivais des cours particuliers, une série de conférences sur l'Inde. Et j'ai lu une sous-caste, le premier livre important de Dumont,
qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé. Parce que il expliquait des aspects de la société indienne assez fondamentaux qui n'avaient pas du tout été abordés quand j'étais toujours à la London School of Economics. Et donc j'ai lu ça, je l'ai entendu parler. Ses collègues indianistes à SOAS considéraient qu'il était complètement fou, mais pas moi. Et j'ai été très impressionné par... Il parlait de ce qu'il appelait la société hiérarchique. Et c'est resté dans le fond de ma pensée. Après, j'ai continué à penser aux travaux qu'avait fait Dumont, surtout en Inde. Je n'ai pas été tellement intéressé sur ces travaux plus philosophiques plus tard. Enfin, voilà. Et alors, Dumont était vu en Grande-Bretagne comme... Il faut expliquer un peu sur l'histoire de l'anthropologie britannique. Evans Pritchard et ses disciples à Oxford faisaient tout pour se distancer de la tradition anthropologique britannique. Une critique continue de Radcliffe Brown, de gens comme Fortes, etc. Et ils allaient beaucoup plus vers une approche beaucoup plus interprétative, anthropologique. Et ils avaient tendance à penser à Dumont comme quelqu'un qui contribuait à cette réaction antisociologique qui marquait Oxford à ce moment-là. Mais finalement, j'ai lu Homo hierarchicus quand c'est sorti. Je ne sais plus très bien quand c'est sorti, mais ça m'a énormément impressionné. C'est très différent de ce que je connaissais. Voilà, alors ça, c'est tous les gens autour de moi. Les anthropologues américains n'ont pas joué de... Très peu, très peu. On ne les lisait pas du tout. On considérait qu'avec un certain dégoût, ils étaient considérés comme avec un certain dégoût en Angleterre. Murdoch un peu, parce qu'il avait il avait écrit des choses sur la parenté. La notion de culture était très très critiquée, et à Cambridge et à la School of Economics, parce que elle était vue comme un éloignement de la vie pratique, de l'organisation sociale, de la vie pratique. Et alors, d'une manière un peu caricaturale, mais pas entièrement fausse, pour les anthropologues britanniques, à ce moment-là, l'anthropologie américaine était considérée comme étudier les sociétés comme c'était des textes littéraires. Et l'influence sociologique qui était aussi présente à Oxford et à London School of Economics et à Cambridge était que c'est dans l'action, dans la vie, que ce qu'on pourrait appeler la culture se manifeste. Mais si on pense à la culture comme quelque chose qui existe en dehors de la pratique, on va dans une très mauvaise direction. Et les Américains, un peu dans la caricature anglaise, qui étudiaient des sociétés mortes, dont il y avait quelques vieilles dames qui peuvent leur raconter ce qui se passait dans le passé, voyaient les sociétés nord-américaines, par exemple, comme des textes, parce que c'était ça qu'ils avaient reçu de leurs informateurs, tandis que les anthropologues britanniques, et alors particulièrement à la London School of Economics, mais aussi à Cambridge,
et aussi à un certain point à Oxford, étaient très influencés par Malinowski. Ils avaient tous été des élèves de Malinowski. Et une des choses qui retenait très fortement de Malinowski, que c'était dans la pratique que la culture existe, qu'elle n'existe pas comme un phénomène extérieur, et que donc la méthode centrale de l'anthropologie était l'observation participante, c'est-à-dire de vivre avec les gens au jour le jour. Et tandis que cette idée n'était pas vraiment présente du tout chez les anthropologues américains, qui donc n'avaient pas grande valeur pour les Anglais. C'est assez ironique parce que l'importance attachée à l'anthropologie participante qui venait de Malinowski a été centrale à Cambridge et à London School of Economics. Mais la manière dont elle a été centrale est toute une autre histoire.